Que révèle la fraude de milliards de dollars commise par des immigrés somaliens au Minnesota contre le gouvernement fédéral? Quels sont les problèmes de gouvernance dans les États démocrates? Pourquoi cet État connaît-il une quasi-insurrection d'activistes de gauche voulant empêcher les fédéraux d'appliquer la loi sur l'immigration? Aujourd'hui, dans Think Twice, nous discutons avec le journaliste Ben Weingarten et explorons ces histoires en détail. Il faut aussi se demander pourquoi des opposants à la paix au Moyen-Orient siègent au Conseil de la paix de Donald Trump. Bonjour et bienvenue dans Think Twice. Aujourd'hui, nous avons une conversation importante à vous proposer avec le journaliste d'investigation Ben Weingarten. Avant de débuter le programme, je vous rappelle comme toujours qu'en plus de Think Twice, Jonathan Tobin propose un podcast quotidien où je partage davantage d'actualités et d'analyses sur les enjeux actuels. Retrouvez l'émission quotidienne Jonathan Tobin Daily sur la chaîne JNS ou que vous écoutiez vos podcasts. Passons à l'émission d'aujourd'hui. Pourquoi le même État? C'était le lieu d'une affaire de fraude tristement célèbre dans laquelle des milliards de dollars ont été volés aux contribuables fédéraux par des immigrés somaliens liés à des djihadistes. C'est aussi là qu'une véritable insurrection contre les forces de l'ordre fédéral se déroule. L'État en question est le Minnesota et le scandale de fraude à l'aide sociale révèle beaucoup sur sa culture politique, illustrée par l'incompétence du gouverneur Tim Walz. Cela montre aussi le fonctionnement du modèle de gouvernance progressiste, alliant frontières ouvertes et État-providence généreux. C'est aussi là où, encouragés par l'État et la ville, des militants de gauche tentent d'attaquer et de gêner les agents fédéraux dans leur travail. Arrêter des immigrés illégaux n'est pas un hasard, tout comme la situation du principal représentant politique de cette communauté. Ilhan Omar n'est pas seulement une apologiste et défenseur des djihadistes et de l'antisémitisme, mais aussi impliquée dans ses propres fraudes. Pour discuter de cela ainsi que de ses reportages sur le Conseil de la paix problématique du président Donald Trump, nous accueillons aujourd'hui un journaliste d'investigation remarquable et un grand commentateur politique, auteur du livre sur Ilhan Omar et son rôle clé dans la politique américaine des années 20. Benjamin Weingarten est collaborateur chez Newsmax, contributeur principal au Federalist et chez Real Clear Investigations. Ses écrits figurent aussi dans Real Clear Politics, le New York Post et d'autres médias. Il est également l'auteur de American Ingrate, Ilhan Omar et la prise de contrôle islamiste régressive du Parti démocrate. Ben Weingarten, bienvenue dans Think Twice. Merci beaucoup de m'avoir invité. Eh bien, Ben, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous rejoindre aujourd'hui. Je voudrais commencer par vous interroger sur votre reportage concernant l'affaire de fraude à l'aide sociale somalienne dans le Minnesota. Certains libéraux et d'autres personnes de gauche disent qu'il est mauvais de mettre en avant cette histoire ou d'en tirer des conclusions. Mais pourquoi est-ce si instructif à propos de ce que vous avez appelé le modèle de gouvernance des États bleus? Je pense que ce que nous voyons au Minnesota, c'est la convergence d'une politique de frontières ouvertes, ou du moins d'une politique d'immigration très libérale. Une grande partie de la population somalienne y a été réinstallée soi-disant légalement, malgré de nombreuses fraudes dont je parlerai bientôt. En plus, l'État-providence et aussi le fait de ne pas du tout faire preuve de discernement dans notre politique d'immigration. Dans la mesure où nous allons avoir un État-providence massif et assez généreux comme celui que nous voyons actuellement au Minnesota, il y a des caractéristiques uniques qui, selon moi, ont créé une poudrière pour la fraude à l'échelle que nous avons vue au Minnesota. En grande partie parce qu'il y avait déjà une infrastructure de réinstallation des réfugiés sur place, ce qui a fait du Minnesota une destination de choix pour la diaspora somalienne en Amérique. Et le Minnesota a une tradition d'être un État très généreux ou prétendument généreux en matière de programmes d'aide sociale.
Donc, tout ce scandale concerne essentiellement une partie de la population de la diaspora somalienne que, bien sûr, on connaît et dont les médias traditionnels ne veulent pas parler. Quelle est l'histoire de la Somalie? Mais la Somalie dont Ilhan Omar et beaucoup d'autres sont issus était une dictature islamiste marxiste qui s'est ensuite effondrée, menant essentiellement à une guerre tribale au début des années 90 et transformant la Somalie en un État défaillant. La Somalie actuelle est marquée par une fraude généralisée, corruption, tyrannie et oppression qu'on ne peut ignorer. Ensuite, lorsque vous regardez la population qui a fui la Somalie, on pourrait espérer qu'il s'agirait de personnes qui rejetteraient le type de régime qu'elles ont quitté. Mais au final, quand on regarde comment cette population s'est comportée en Amérique, il est très clair que, de façon disproportionnée au moins dans le scandale de fraude Feeding Our Future, la grande majorité des personnes impliquées appartiennent à la diaspora somalienne. Tout est concentré ou principalement concentré dans la circonscription d'Ilhan Omar. Je soutiens qu'il existe ici une histoire liée aux caractéristiques uniques de cette population et de cet État. Mais cela reflète aussi le modèle démocrate qui existe vraiment depuis plus de 100 ans, je veux dire. Ça remonte à Tammany avec l'achat de votes et les systèmes de redistribution de la richesse, essentiellement. Mais dans ce cas, il y a la fraude. Il ne s'agit pas seulement de l'utilisation élevée de l'aide sociale par cette population, mais aussi de la fraude qui en a résulté. Et le lien avec Ilhan Omar dans la communauté, c'est la fraude Feeding Our Future. Un scandale de fraude de plus de 150 millions de dollars qui a vraiment commencé à se dénouer il y a plusieurs années, mais qui a finalement éclaté dans la conscience populaire. Cela a été rendu possible par une législation qu'Ilhan Omar a introduite. Cela a été exploité de manière unique par ses électeurs et il existe un lien entre ses électeurs et Omar, y compris le fait que le scandale, qui consistait essentiellement à utiliser le COVID comme justification pour dire que des enfants dans le besoin, qui normalement recevraient leur repas à l'école, nous allons permettre aux prestataires privés, dans la mesure où ils ont un parrainage d'une organisation non gouvernementale, de fournir des repas aux élèves et d'être ensuite remboursés par le gouvernement fédéral via un programme d'État. Ground Zero, un site de distribution de repas notoire, était censé gérer des repas mais servait en réalité des repas fantômes, essentiellement à hauteur de millions de dollars et de millions de repas qui n'ont jamais été servis. Tout a commencé dans un restaurant influent où elle a organisé de nombreux événements. Et elle a même tourné une vidéo au début de 2020 faisant la promotion de la législation dans ce restaurant, ce qui est vraiment d'une audace remarquable. Mon enquête a révélé que certains reportages sur qui sont révélateurs. Quels étaient les donateurs de campagne parmi ceux qui ont été poursuivis ou impliqués dans les poursuites? J'ai constaté qu'il y avait plus de personnes liées à Ilhan Omar qui avaient contribué, contrairement à ce qui avait été rapporté. Plus de 10 000 $ de contributions de campagne, historiquement, et enfin, mais non des moindres. Et je pense que c'est quelque chose que nous devrons observer, ce qui se passera dans les poursuites à venir et sous l'administration Trump. Le ministère de la Justice de Trump porte désormais davantage son attention sur les villes jumelles. J'ai trouvé cela dans la liste des pièces à conviction produites par les procureurs fédéraux dans la plus importante des poursuites. Et il y avait de nombreuses affaires distinctes, parce qu'on parle de personnes, ou du moins, qui ont été poursuivies ici. Dans l'affaire principale, il y avait des pièces montrant que le gouvernement fédéral avait en sa possession des contacts, des communications par email et des relevés d'appels téléphoniques entre le bureau de la députée Omar et la principale organisation qui a parrainé la fraude, une organisation non gouvernementale qui a parrainé la fraude, Nourrir notre avenir. Alors, quelles autres preuves les fédéraux ont-ils recueillies lors des poursuites? Et existe-t-il un lien plus étroit entre les nombreuses personnalités politiques de cette région et ceux qui ont en fait organisé cette fraude? Quand je parle du modèle des États bleus, c'est cette fusion de la classe politique et de ses bénéficiaires. Les défenseurs, dans ce cas, de la communauté qui a été impliquée dans la fraude. Je pense que l'administration va examiner de près
les programmes d'aide sociale dans d'autres États, surtout ceux avec plus d'immigrés illégaux. Je pense que nous découvrirons des pots de vin, de la fraude, de la corruption et des abus bien plus répandus. Et puis, il faut ajouter les organisations non gouvernementales aussi, que l'on peut peut-être considérer comme l'extension soi-disant privée de l'État administratif. On pourrait être face à du blanchiment d'argent via les organisations non gouvernementales, en plus de l'escroquerie d'un système sans réelle protection. Et le COVID a permis une exploitation unique de l'absence de mesures de protection. Nous avons constaté un important gaspillage, de la fraude et des abus dans les programmes d'aide sociale, même avant le COVID et dans ceux créés avant la pandémie. Oui, approfondissons davantage sur Ilhan Omar. Ce n'est pas une coïncidence si cela s'est produit dans sa circonscription communautaire. Tu as écrit le livre sur Ilhan Omar. Et tu sais, ce n'est pas seulement qu'elle est l'une des meneuses du groupe parlementaire de gauche. En quelque sorte pro-djihadiste quand il s'agit d'Israël, tu sais, coupable d'antisémitisme à sa manière, mais elle a des liens avec le régime en Somalie, n'est-ce pas? Et comment tout cela est-il lié? En plus, il y a de graves accusations de fraude contre elle personnellement. Comment tout cela est-il lié? Ouais. Eh bien, je pense qu'une chose que j'ai soutenue, c'est qu'elle personnifie une partie de la communauté de la diaspora somalienne. Et tu as mentionné la fraude personnelle, parlons-en un instant. On se concentre maintenant sur comment elle est passée d'une valeur nette marginale à une valeur estimée entre 5 et 30 millions de dollars. Et il va y avoir, je pense, une enquête intéressante sur les affaires de son mari, ce qui est difficile à comprendre. Comment? La richesse a explosé selon les documents judiciaires sur l'échec de ces entreprises. Notons aussi la relation avec ce mari. Il y avait des allégations d'irrégularité autour d'elle, notamment le détournement de fonds de campagne vers une organisation qu'il dirigeait dans le secteur privé. Et puis elle finit par l'épouser, bien sûr, donc il s'agissait d'un bénéficiaire de fonds, soi-disant pour des raisons de campagne, des raisons politiques, vers une entité qu'il contrôlait. Et ensuite, il se marie par la suite. Mais la fraude autour d'Ilhan Omar concernant le prétendu mariage avec son frère, et puis le fait que ce mariage ait eu lieu sous la supervision d'un ministre chrétien, ce qui n'a aucun sens parce qu'elle avait parlé auparavant d'être mariée selon sa foi islamique somalienne. Et il y a toutes sortes de problèmes autour du fait qu'elle n'était pas réellement mariée, selon la loi américaine, nécessairement à son premier mari. Mais laissons cela de côté. Ce n'est pas le cas, tu sais. Les gens croient que c'est comme le National Enquirer, un tabloïd rempli de mythes, qu'elle est juste une célébrité attaquée et victime d'invention. Mais ce n'est pas inventé. Ce n'est pas du tout inventé. Les dossiers fiscaux sont les dossiers fiscaux, les registres de mariage sont les registres de mariage. Sa discrétion et son silence sur son mariage de plusieurs années avec cet individu. Selon les registres d'adresse, elle vivait à la même adresse que le prétendu frère, le mari présumé et le véritable mari à l'époque. Ces éléments posent de grandes questions que je traite dans un chapitre de mon livre, Ingrid américaine. Si vous voulez une sorte de résumé rapide, je vous encourage tous à aller voir. Scott Johnson a récemment écrit un article pour le Free Beacon exposant des preuves tirées des réseaux sociaux et dossiers, ce qui soulève des questions très sérieuses à propos de tout cela. Le point essentiel, selon moi, serait de savoir si elle s'est mariée avec cette personne pour l'aider à obtenir une éducation aux États-Unis. Et quelle fraude potentielle ou criminalité était associée au lien entre les deux. Et je pense que cela illustre aussi des questions potentielles sur la fraude à l'immigration au sein de la communauté de la diaspora somalienne dans son ensemble. Il convient de noter que le département d'État avait un programme de réunification familiale qui a été tellement abusé principalement par les Somaliens. Des milliers de Somaliens sont venus aux États-Unis via la réunification familiale. Le département d'État a fermé ce programme entre 2008 et 2012 parce qu'on a découvert que des personnes prétendaient être des membres de la famille alors qu'elles ne l'étaient pas. Il y avait une fraude généralisée dans ce programme, ce qui, selon moi, montre un fil conducteur dans la vie d'Ilhan Omar, et une fraude présumée discutable dans la façon dont des milliers de Somaliens sont venus aux États-Unis
Et puis, si vous regardez la fraude en Somalie et la corruption là-bas, et ensuite ce que nous avons vu dans cette communauté ici, je pense que cela illustre qu'il faut avoir une politique d'immigration très discriminante à propos des visions du monde des personnes qui arrivent, de ce qu'elles vont apporter, de leur culture, de ce à quoi elles adhèrent. Pour compléter, comme vous l'avez dit, vous avez évoqué les liens d'Omar avec la population somalienne. De nombreuses personnes de la diaspora somalienne vivent à Minneapolis, certaines se présentant aux élections en Somalie tout en passant beaucoup de temps aux États-Unis. Elles parlent du fait que nous faisons des choses pour faire avancer notre communauté. Nous voulons faire avancer la Somalie en tant que représentante américaine ici. Mais je pense que cela montre qu'il y a un attachement profond à ce pays. Il faut aussi considérer les centaines de millions de dollars renvoyés là-bas par de nombreux membres de cette communauté. Et je pense qu'au final, cela montre, pour certains, profiter de la générosité de l'Amérique, non pas pour faire avancer l'Amérique, est presque une forme de ressentiment et exploiter notre système pour promouvoir des causes qui n'ont rien à voir avec les intérêts nationaux de l'Amérique, et cela avant même d'aborder les liens avec Al-Shabaab dans cette communauté. Je voulais en venir là. Il y a eu énormément de multiples poursuites pour terrorisme dans la région des Twin Cities. Et le dernier lien, là, avec Ilhan Omar, c'est qu'elle a en fait écrit une lettre appelant à la clémence, demandant de la clémence. Plutôt, dans l'une des poursuites contre plusieurs individus poursuivis pour des accusations de terrorisme. Elle demandait de la clémence pour eux, évoquant ces liens, tout étant liés. Et évidemment, cela va au-delà d'elle. Cela concerne aussi d'autres représentants politiques dans cette région et autour, mais elle personnifie la multitude de problèmes ici. Oui, et en quelque sorte, ce n'est pas ça. Je veux dire, vous savez, ces défenseurs et ceux qui cherchent à la justifier diront « Eh bien, elle ne fait que défendre sa communauté. Leurs liens avec leur ancien pays ne sont pas inhabituels. » Il y a beaucoup de communautés ethniques qui, en quelque sorte, plaident pour de meilleures relations avec d'autres pays d'où elles sont originaires. Mais elle, vous savez, le fait dans un contexte, elle a récemment, même vous l'avez dit, c'est en quelque sorte très anti-américain. Et ces liens avec le gouvernement en Somalie sont également préoccupants, n'est-ce pas? Ils le sont, et j'en présente quelques-uns dans mon livre. De plus, même simple députée d'État, elle avait déjà des contacts de haut niveau, notamment avec des représentants turcs. Et je crois même qu'elle a rencontré Erdogan en marge de l'une des réunions annuelles de l'Assemblée générale des Nations unies. Je crois que cela date de son début comme député d'État ou à la Chambre des représentants des États-Unis, ce qui est déjà intéressant. Pourquoi cette personnalité alors peu haut placée aurait-elle rencontré des représentants et dignitaires turcs de haut niveau? Et quand on regarde les liens entre les deux pays, la Turquie et la Somalie ont une alliance très solide et étendue là-bas. Le point de départ de mon livre, c'est un article que j'ai écrit en me demandant « Et si on appliquait ?» Depuis l'époque du paradigme de la collusion russe, on évoque les liens entre Ilhan Omar et des individus, entités ou gouvernements islamistes suprémacistes. Que découvrirait-on? Et un éditeur m'a contacté après ça et m'a dit « Transformons ça en livre ». Et c'est ce qui m'a lancé sur toute cette voie d'études et de reportages. Une personnalité qui méprise autant les États-Unis. Et, pour appuyer votre propos, il a toutes sortes de liens douteux et suspects qui méritent largement d'être examinés de près. Et il est fort douteux que cette personne puisse obtenir une habilitation de sécurité sur la base de ses mérites. Pourtant, elle a siégé à un moment donné à la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants. C'est un point important, mais relions-le à nouveau, de façon précise, à ce qui se passe actuellement dans l'actualité au Minnesota. Et c'est une question ouverte que j'aimerais explorer. Pourquoi la gauche mène-t-elle une guerre contre l'Immigration and Customs Enforcement et l'application des lois sur l'immigration? Comment cela est-il lié à ces scandales? En quoi ce plaidoyer pour l'ouverture des frontières est-il lié à tout cela? Vous savez, les scandales tournaient autour du Minnesota. Est-ce une simple coïncidence que cela se produise là-bas? Pourquoi est-ce le cas? Et cela remonte aussi à l'activisme autour de George Floyd. Oui, encore une étrange coïncidence.
Et je pense vraiment qu'il y a une tentative de provoquer une réaction similaire à celle de George Floyd. Reste à voir si ce sera le cas. Et cela explose en un mouvement national anti-Immigration and Customs Enforcement, même si nous avons évidemment déjà vu de l'agitation dans plusieurs villes où il y a eu une augmentation du nombre d'agents de l'Immigration and Customs Enforcement. Est-ce une coïncidence? Ce que je dirais, c'est ceci. Vous avez le scandale de l'exploitation due, selon moi, au mieux à une négligence criminelle. Et probablement quelque chose de pire, l'exploitation et le détournement de milliards de dollars de fonds publics dans le Minnesota. Et puis, bien sûr, il y a l'examen minutieux des politiciens qui ont supervisé ces programmes, à commencer par le gouverneur Walz et ainsi de suite. Les relations entre les personnalités locales des Twin Cities et de nombreux individus impliqués. Et il se trouve justement que ces histoires commencent enfin à attirer l'attention nationale après plusieurs années de poursuites. Et vous avez une augmentation des forces de l'Immigration and Customs Enforcement, ce qui est au moins partiellement lié aux allégations de fraude et de corruption, etc. À ce moment-là, ils essaient d'allumer une poudrière, et ils appellent essentiellement à des actes d'insurrection et tentent de s'opposer aux agents fédéraux sur le terrain. Il n'y a pas de coïncidence en politique. À mon avis, je pense que cela crée une diversion. Tout cela s'inscrit parfaitement dans le cadre de la gauche. Tout d'abord, ils sont anti-Immigration and Customs Enforcement et contre l'application des lois sur l'immigration depuis longtemps. Ce sont de facto, sinon de jure, des juridictions sanctuaires dont nous parlons sur le terrain au Minnesota. Ils ont d'abord crié au racisme, notamment lors du scandale de fraude Feeding Our Future, où la communauté a invoqué le racisme pour contester l'examen subi. Allégations de fraude datant de 2021-2022, période où elles devenaient évidentes. Donc il y a une défense et un resserrement des rangs, une protection autour de la communauté de la diaspora somalienne, qui est une force politique très puissante là-bas. Ensuite, il y a l'antipathie plus large envers l'idée que nous allons réellement restaurer la souveraineté à l'intérieur de notre pays. Ensuite, il y a l'animosité envers l'administration Trump ainsi que les élections de mi-mandat. En plus, il y a la volonté d'obscurcir, de dissimuler et de détourner l'attention de la fraude et de l'examen minutieux que cette fraude a entraîné. Les dirigeants des Twin Cities puis de l'État du Minnesota. Donc, je pense que si vous mettez tout cela ensemble, il serait évident de comprendre pourquoi les dirigeants politiques essaieraient d'alimenter la réaction anti-Immigration and Customs Enforcement. Et puis, il y a un État où, surtout dans la région des Twin Cities, la situation diffère des banlieues et zones rurales. Mais dans les villes, c'est radicalement progressiste. Il y a des groupes d'activistes progressistes radicaux, du même type que ceux qui se sont mobilisés pendant l'été de l'amour de George Floyd et même avant cela. Vous le remarquerez dans l'envahissement de l'Église qui a eu lieu récemment. Je crois qu'à Saint-Paul, il y avait des activistes Black Lives Matter qui faisaient partie du groupe qui a agi ainsi. J'ai écrit et mené des recherches sur quelques groupes présents sur le terrain. Selon les informations, René Good était affilié au groupe Minnesota Ice Watch, visible sur leurs pages réseaux sociaux. Ils disent qu'ils ne sont pas seulement opposés à l'Immigration and Customs Enforcement, ils sont contre toutes les forces de police, ils se qualifient eux-mêmes d'antifascistes, de forces anticolonialistes. Et au final, c'est la même rengaine de suppression des fonds à la police qu'on entendait il y a 5 ou 6 ans, n'est-ce pas? c'est exactement la même chose, ce sont les mêmes groupes qui s'activent. Il y a un lien avec le groupe soi-disant pro-palestinien Hamasnik. C'était ma prochaine question. Y a-t-il aussi un chevauchement avec ces groupes, ces foules? Je veux dire, ce qu'on a vu depuis octobre 2023, cela paraît familier, non? Ce sont les mêmes types de réseaux utilisant les mêmes types de tactiques. C'est une alliance intersectionnelle, pour employer un mot sans doute démodé, mais c'est ainsi qu'ils se décrivaient auparavant. En observant les groupes et entités promouvant les rassemblements et opposés à Immigration and Customs Enforcement, ainsi que leurs tactiques. Quand on regarde certains des documents promus par ces soi-disant groupes de surveillance d'Immigration and Customs Enforcement qui, d'ailleurs, si on regarde leurs activités, ce sont essentiellement des insurgés sur le terrain. Ils collectent des infos sur les agents fédéraux, les surveillent, notent leurs plaques,
les suivent et préviennent certains individus et communautés. Lorsqu'il y a des descentes, ils disposent d'une panoplie de ressources juridiques. Et ensuite, ils discutent de toutes sortes de tactiques à utiliser, et y compris la promotion de la désarrestation selon un guide partagé par le groupe Minneapolis Ice Watch du Minnesota. Dans ce manuel, il est dit que chaque direction du renseignement et de la sécurité est, je cite, une micro-intifada concernant la désarrestation. Donc, si vous voulez faire le lien avec les tactiques pro-palestiniennes, leur vision du monde, leur hostilité envers, encore une fois, la souveraineté, le contrôle de l'immigration, des expulsions, etc. Tout cela fait partie d'un tout. Vous n'avez pas forcément vu, par exemple, le CARE, que j'ai vu être en première ligne pour mener l'agitation là-bas. Mais quand vous regardez qui sont les groupes sur le terrain, la rhétorique, et je parie que certains des individus aussi, si vous approfondissez vraiment, et c'est certainement le cas ailleurs, vous avez CARE. Certainement. Parmi d'autres organisations, c'est avéré être fortement anti-Immigration and Customs Enforcement. Le Conseil sur les relations américano-islamiques, que soutient activement Ilhan Omar, ainsi qu'un front pro-Hamas. Exactement, elle a dit, certaines personnes ont fait quelque chose à propos du 11 septembre. Elle a fait ses remarques devant la section de CARE à Los Angeles. Donc, nous verrons, finalement, après tout, une fois que tout sera dit et fait. Nous avons vu, par exemple, que certaines commissions de la Chambre ont préconisé d'examiner le statut d'organisme à but non lucratif de certains de ces groupes de façade. Cela concerne la gauche et les groupes de façade suprémacistes islamiques qui seront tous examinés de près. Parce qu'il faut se demander, au final, s'agit-il d'une conspiration criminelle visant à entraver les forces de l'ordre pour protéger et héberger des étrangers en situation irrégulière? Et bien sûr, c'est un problème créé par les politiciens eux-mêmes, car ils n'ont pas permis aux forces locales de coopérer avec l'Immigration and Customs Enforcement. Cela n'arrive pas dans le Minnesota avec une coopération entre les forces de l'ordre local, d'État et fédéral pour détenir et expulser des individus. Le chaos est, bien sûr, une caractéristique et non un défaut de la vision du monde de la gauche. Vous avez ce mélange toxique dont Minneapolis est l'épicentre, et vous le verrez aussi dans d'autres villes. Et nous avons certainement vu l'agitation anti-Immigration and Customs Enforcement et les attaques contre les agents fédéraux de l'Immigration and Customs Enforcement dans de nombreux endroits, y compris des attaques à la voiture bélier. N'est-ce pas? Vous savez, un des aspects de tout ça, c'est l'hypocrisie. Parce que si c'était des militants de droite, vous savez, s'ils manifestaient contre les politiques liées au Covid, ou, vous savez, il nous faut. On dit, vous savez, les émeutiers du 6 janvier, vous savez, les gens à gauche des médias libéraux demanderaient à leur tête, et vous savez, cela ferait écho. Mais évidemment, ils ne sont pas aussi zélés pour défendre les forces de l'ordre quand il ne s'agit pas de lois qu'ils soutiennent. Mais j'imagine que mon autre question est, vous voyez, et là je vous demande simplement de prendre un peu la température de la politique américaine en ce moment. Cette insurrection est-elle en train de réussir? Si vous lisez le New York Times, regardez CNN ou consultez certains sondages. Selon la façon dont les questions sont posées, l'insurrection anti-Immigration and Customs Enforcement semble être très populaire. La tendance s'inverse, vous savez, cela va à l'encontre, vous voyez? Donald Trump a été élu sur la promesse d'expulser les immigrés clandestins. Je pense que si vous demandez aux gens, ils sont toujours pour. Mais pensez-vous que ce genre d'intifada, si vous voulez, dans le Minnesota, aide à changer l'opinion publique? Vous savez, comme Renée Good, elle n'a peut-être pas été élevée au rang de sainteté comme George Floyd l'a été. La tendance s'est-elle retournée contre Trump et l'application de ses lois ainsi? Je pense que vous avez raison de noter qu'il est difficile de concilier le soutien massif aux expulsions de masse pendant l'élection, avec, et d'ailleurs, bien sûr, la fermeture de la frontière que nous avons vue, ce qui est en soi un accomplissement important et massif. Par rapport à certains sondages actuels qui suggèrent que les forces anti-ICE sont en quelque sorte en train de gagner la bataille de l'opinion publique, je pense qu'il faut prendre les sondages avec des pincettes, tout en reconnaissant également que la propagande des médias traditionnels, des politiciens démocrates et de toutes les institutions qu'ils contrôlent encore est incroyablement intense.
elle est puissante, elle est forte. Quand la gauche crée ce scénario où une force de police militarisée et armée vient enlever des innocents qui sont ici simplement parce qu'ils cherchent une vie meilleure, et ils mettent en avant ces histoires, essaient de trouver les cas les plus émouvants possibles, puis déforment ces cas à l'extrême. Pour les partisans de l'ouverture des frontières, c'est très difficile à contrer. Je pense que c'est pourquoi l'administration a d'abord mis en avant qu'il y a quelque chose de ce type dans la nature. Les 3/4 des étrangers en situation irrégulière qui ont été expulsés étaient des criminels, et ensuite une part importante a commis des crimes ici. Puis, vous voyez maintenant l'administration se concentrer sur la diffusion des photos et des profils de ceux qui sont détenus et expulsés, parce qu'ils comprennent qu'il y a aussi un aspect de guerre de l'information dans tout cela. Il ne s'agit pas seulement de gagner sur le plan politique, il s'agit aussi de gagner les cœurs et les esprits. Les forces anti-ICE sont-elles en train de gagner? Ils auront toujours l'avantage du côté des médias traditionnels et des démocrates qui vont dire cela. Ils sont du côté des justes et s'opposent à l'appareil oppressif de l'État policier, du moins lorsque les gens sur le terrain soutiennent une cause qu'ils jugent favorable à leurs intérêts communs. Donc, en fin de compte, malheureusement, il incombe à l'administration non seulement d'appliquer fidèlement les politiques et de les exécuter avec vigueur, mais aussi de mener le combat sur le terrain de l'information. C'est très difficile de gagner sur les deux fronts si vous devez choisir. J'ai mis le fond avant l'apparence, mais cela reste important, notamment pour les élections de mi-mandat et après. Je me demande cependant dans quelle mesure le peuple américain le voit. Vous avez des révolutionnaires de gauche dans les rues qui frappent des policiers avec des pelles, volent des voitures et foncent sur des gens. Vous avez vu ces fortes hausses de doxing et d'agression contre des agents. Ça va bien se passer? Personnellement, je me soucie plus du fond de la politique que de la politique elle-même, mais je me demande si l'Amérique est d'humeur, si les Américains vont vraiment vouloir à nouveau plier le genou et dire que nous devons faire cesser la douleur de la violence dans les rues à laquelle la gauche se livre, dans la coercition. Nous devons donc revoter démocrate, mais je ne suis pas certain que cela se passera ainsi. Je ne suis pas sûr que dans les districts violets, cela va vraiment bien passer. Mais je ne pense pas non plus que les démocrates feraient ce genre d'agitation s'ils ne pensaient pas qu'il y avait une raison politique forte de le faire. Et peut-être, écoutez, c'est peut-être en partie le cas. Tout d'abord, ils doivent apaiser la base radicale de gauche, et puis cela peut aussi être bon pour la collecte de fonds de leur point de vue. Il faut donc considérer tous ces facteurs concurrents. Nous verrons quand il fera plus chaud si les forces de l'Immigration and Customs Enforcement continueront d'affluer dans les zones sanctuaires à forte population d'étrangers en situation irrégulière. Si l'agitation va s'intensifier et être amplifiée, ou si les démocrates reconnaissent que c'est un message politique perdant, Eh bien, nous verrons. Je veux dire, j'ai tendance à voir ça comme, vous savez, c'est la résistance. C'est la dernière version de la résistance anti-Trump qui semblait être très silencieuse après, vous savez, les élections de 24. Beaucoup de gens à droite s'attendaient à une grosse explosion si Trump gagnait, ce qu'il a fait, mais il n'y en a pas eu. La gauche a été éprouvée par une année à devoir s'excuser pour Joe Biden, puis à prétendre que Kamala Harris était une candidate crédible à la présidence. Mais maintenant, ils ont en quelque sorte retrouvé leur victoire. Et que c'est juste le même effort désespéré pour délégitimer tout ce que fait cette administration. Et le méchant homme orange, tu vois, raviver l'idée que la démocratie est en danger et que ce qu'il faut, c'est descendre dans la rue. Pour moi, ce n'est que la dernière version de cela. Je suis d'accord. Cette longue histoire débute avec Russia Gate et se poursuit aujourd'hui avec divers acteurs. Vous avez les agitateurs de rue et les révolutionnaires radicaux, puis vous avez les politiciens plus cyniques, et ensuite, il y a l'instrumentalisation de l'appareil judiciaire. Et vraiment, pour appuyer votre propos, la résistance juridique a été là où la résistance s'est manifestée pendant la majeure partie de la première année du président Trump. Des centaines de procès ont voulu l'empêcher d'utiliser tous les leviers du pouvoir exécutif pour appliquer son programme.
Mais les cohortes dans les rues commencent certainement à se rassembler maintenant et se préparent à passer à l'action. Et un autre point qui mérite d'être souligné, je pense que vous avez tout à fait raison. Il s'agit de délégitimer l'administration. Il s'agit des élections de mi-mandat, potentiellement. Il s'agit de contrecarrer cette politique. Il y a une autre raison politique pour laquelle vous voudriez contrecarrer la politique des expulsions de masse. Les étrangers en situation irrégulière et les non-citoyens. Broadway sont comptés dans le recensement et cela sert bien sûr à répartir les districts de la Chambre des représentants. Donc, si vous avez des millions d'étrangers en situation irrégulière qui sont expulsés du pays, il est possible que les démocrates perdent des sièges à la Chambre des représentants à cause de cela. C'est donc aussi un impératif politique d'essayer de maintenir ces populations. Oui, laissez-moi poser encore une question politique avant que nous passions à la politique étrangère. Et cela concerne quelque chose dont j'ai parlé cette semaine. Et il s'agit de la fuite des mémoires du gouverneur de Pennsylvanie, Josh Shapiro, où il raconte comment il a été examiné par l'équipe de Kamala Harris. Et je pense que cela illustre ce à quoi nous avons déjà fait allusion, en quelque sorte l'état de la base de la gauche et leur forme d'extrémisme idéologique, ainsi que leur attitude au mieux complaisante, au pire ouvertement antisémite, où on lui a demandé s'il était un agent double israélien et s'il s'excuserait d'avoir condamné l'antisémitisme à l'université de Pennsylvanie. En partie, évidemment, Shapiro n'est pas exactement le défenseur le plus zélé d'Israël au sein du Parti démocrate, ni même dans l'État de Pennsylvanie, parmi les démocrates. Mais il est aussi très clairement juif, vous voyez. Il cherche clairement à devancer Kamala Harris, anticipant qu'elle pourrait être sa rivale pour l'investiture démocrate de 2028. Je pense que cela soulève une question générale. Où va le Parti démocrate sur ces sujets? Il espère clairement ouvrir la voie à un démocrate libéral modéré traditionnel pour qu'il devienne le porte-étendard du parti. Mais est-ce que cette époque est révolue et l'est-elle vraiment? La base de gauche a-t-elle pris le contrôle du Parti démocrate? D'abord, comme vous l'avez dit, qu'est-ce que cela signifie qu'une personne qui n'est même pas un fervent défenseur d'Israël fort soit considéré comme soutenant l'intérêt national de l'Amérique, si ce n'est rien d'autre, en mettant de côté la question des droits moraux et tous les autres innombrables avantages de cette relation? Qu'est-ce que cela signifie que, simplement parce qu'on est juif et pas anti-Israël, on soulève la question de la double loyauté? Le vieux cliché lors de la vérification de son profil pour devenir vice-président. Je veux dire, cela dit, tout ce qu'il faut savoir sur l'état du Parti démocrate. Je pense que c'est un parti mort en réalité, pour tous ceux qui sont autre chose que juifs de nom seulement. Et le fait est qu'il est difficile de voir comment il pourrait y avoir une place pour quelque chose qui s'en rapproche. Une figure à la Bill Clinton, et quand je dis une figure à la Bill Clinton, je parle de quelqu'un qui fait de la triangulation, quelqu'un qui a un attrait de masse. Il travaille pour le peuple. Moi, c'est plutôt les progressistes, mais certains common sense, traditional, et de toute façon, qu'ils soient justifiés ou non, je ne vois pas comment tu peux faire fonctionner les chiffres. Peut-être que dans son cas, au-delà de mettre des bâtons dans les roues de Kamala, et cela pourrait être considéré comme suffisant en soi pour lui. Il se peut qu'il s'attende à ce qu'il y ait une telle fragmentation parmi les candidats du côté démocrate qu'il y ait peut-être une opportunité. Surtout quand on parle du représentant de la Pennsylvanie, un État extrêmement important, surtout lors d'une élection générale aujourd'hui. D'après ce que je comprends, l'appareil du DNC, et on se projette un peu, mais on n'est pas loin d'en parler. Le DNC est en grande partie acquis à Kamala et à ses partisans, donc cela va évidemment aussi jouer un rôle à l'avenir. Et moi, si vous contrôlez la machine du DNC, cela vous donne évidemment un avantage interne par rapport aux autres. Mais on peut imaginer une course avec Kamala Harris et Gavin Newsom, puis Alexandria Ocasio-Cortez et qui sait qui d'autre. Et peut-être que la réflexion du côté de Shapiro, c'est « Je représente un État qui illustre parfaitement l'Amérique en termes de composition politique ».
Vous n'avez pas entendu de grands scandales dans mon État, etc. Vous voyez le message que je transmets. Philadelphie, ouais. Eh bien, bien sûr, évidemment, en dehors de Philadelphie, qui est par défaut pleine de scandales. Mais il va se présenter comme un démocrate centriste modéré et dire qu'il est éligible, et peut-être que ce message fonctionne, mais je ne pense pas. Au final, je ne vois pas comment il pourrait convaincre les démocrates, parce que, tu vois, les progressistes n'ont pas fait une prise de contrôle hostile, mais ils ont pris le contrôle du parti. J'abordais ce sujet dans mon livre sur Ilhan Omar il y a 5 ans, à propos du fait que, si tu regardais quelles étaient des positions lors de la primaire démocrate, elles étaient assez indiscernables de celles du caucus progressiste du Congrès. Sur toute une série de questions, bien au-delà de la politique étrangère, jusqu'aux affaires intérieures également. Alors, y a-t-il une place pour lui? C'est difficile à imaginer à nouveau, à moins d'avoir un champ divisé à pourcentage égal entre 5 candidats. J'imagine, oui, c'est difficile à envisager. Et en partie, la vision des démocrates sur Israël et les Juifs reflète l'idéologie progressiste ainsi que la coalition qu'ils ont mise en avant. Ils rejettent en fait nos valeurs judéo-chrétiennes. Selon moi, une grande partie du Parti démocrate et sa base progressiste rejettent les valeurs judéo-chrétiennes. La civilisation occidentale est hostile envers l'Amérique et ils estiment qu'il incombe aux forces anti-américaines de renverser ceux qui se dressent sur leur chemin. Cela concerne l'Amérique, Israël, ainsi que les Juifs, chrétiens et autres personnes fidèles ou traditionnelles qui pourraient s'opposer à eux. C'est l'une des raisons pour lesquelles je soutiens que la gauche et les islamistes suprémacistes sont alignés. Ce n'est pas qu'ils sont d'accord sur chaque sujet, mais ils ont un ennemi commun, et cet ennemi, c'est nous. Oui, c'est ça qui signifie vraiment l'intersectionnalité. Je voudrais maintenant passer à la politique étrangère et vous interroger sur un article clé que vous avez écrit la semaine dernière sur le Conseil de la paix promu par Trump. Je ne sais pas si c'est une alternative, mais cela prend de l'importance dans l'administration. Que ce soit une alternative aux Nations Unies ou simplement un plan pour gouverner Gaza après la guerre du 7 octobre, la plupart des discussions ont concerné sa nomination de dirigeants étrangers, tels le président turc Erdogan, tout sauf favorables à la paix. Mais vous avez parlé du technique, le soi-disant technique, un technocrate apolitique qui a été nommé pour diriger une équipe censée gouverner Gaza et aider à sa reconstruction. Que devons-nous savoir sur lui et sur le Conseil de la paix peu connu? D'abord, concernant en partie le Conseil de la paix, il est fascinant de regarder la charte du Conseil de la paix et je pense qu'elle est totalement silencieuse sur Gaza elle-même, ce qui suggère que cette interprétation, à savoir qu'il s'agit peut-être d'une alternative à l'Organisation des Nations Unies dirigée et contrôlée par les États-Unis. Parce que, en fin de compte, le pouvoir réside réellement dans le président, au bout du compte, en tant que chef du Conseil de la paix, avec toute la discrétion sur l'ensemble, c'est intriguant. C'est évidemment provocateur pour les mondialistes et les internationalistes. Ils détestent cela en lançant le défi contre eux et certainement l'Organisation des Nations Unies est, on pourrait dire, irrémédiable. C'est sans espoir. Ainsi, cela revient en quelque sorte à bafouer les institutions internationales, ce qui, selon moi, est une bonne chose. Je pense aussi que lorsqu'il s'agit par exemple de l'extraction de Maduro et le droit international a été évoqué, eh bien, les États-Unis ne sont pas liés ou ne devraient pas être liés par le droit international. Nous avons les lois de notre pays, au final. Ainsi, une action transgressive qui est détestée par tous les dictateurs du monde et les régimes anti-américains est finalement une chose positive. Il est possible que certaines opinions dans l'administration sur le Conseil de la paix en soient influencées, mais cela reste spéculatif. C'est que cela représente une concurrence pour l'Organisation des Nations Unies. Donc, cela met en quelque sorte la pression sur l'Organisation des Nations Unies en tant qu'institution pour qu'elle n'agisse pas complètement à l'encontre des intérêts de l'Amérique. Lorsque nous payons un pourcentage disproportionné du budget et que l'Organisation des Nations Unies installée à Turtle Bay est utilisée pour légitimer et élever nos adversaires contre nous. Donc, je pense qu'il y a aussi potentiellement cet aspect-là.
En ce qui concerne ce comité technocratique, ce soi-disant comité technocratique apolitique, première question que j'aurais est cet article que j'ai écrit sur mon Substack à propos d'Ali Schott, qui dirige ce comité apolitique, soi-disant technocratique, sur le terrain. Et puis, cela dépend de quelques autres niveaux au sein du Conseil de la paix, mais censément, il est censé gérer le quotidien à Gaza. En fin de compte, la question soulevée par mon article, et j'aborderai Schott bientôt, mais la question que soulève mon article est la suivante. Y a-t-il quelqu'un que les Américains définiraient, et encore moins les Israéliens, comme apolitique et technocrate? Qui serait sélectionné pour siéger dans ce comité? Quand on regarde les liens de la plupart des personnes qui y siègent, beaucoup d'entre elles ont un parcours dans l'administration. Ce sont des personnes ayant œuvré dans la construction, les infrastructures, le développement économique, la gestion de l'eau et des terres, etc. Mais surtout, il s'agit de personnes affiliées ou ayant travaillé pour l'autorité palestinienne, alignées avec le Fatah. Que représente le Fatah? Le Fatah, en tant qu'entité, c'est un Hamas allégé en termes de charte et de politique qu'il défend, et nous pouvons en parler, payer pour influencer. On peut évoquer le soutien aux efforts de résistance ainsi que les forces de police de l'autorité palestinienne impliquées dans des attaques djihadistes. Et bien sûr également l'endoctrinement de la population sur laquelle il règne dans une vision du monde islamiste suprémaciste qui est génocidairement antisémite. Et l'un des points du plan de paix, c'est cela. Il faut réformer l'autorité palestinienne, d'où proviennent beaucoup de ces personnes. Eh bien, pourquoi faut-il la réformer? Parce que c'est une entité suprémaciste, islamiste, génocidaire, djihadiste, qui endoctrine à la haine des Juifs, donc beaucoup de ces personnes ont des liens avec l'autorité palestinienne. Fatah Ali Schott, qui dirige ce comité technocratique, en fait partie. Si vous regardez son curriculum vitae, il semblerait qu'il ait de l'expérience dans la gestion quotidienne des infrastructures et dans la gestion bureaucratique de ces services essentiels qu'un gouvernement fournirait dans un endroit comme Gaza. Cependant, j'ai regardé seulement quelques-unes des interviews récentes qu'il a données au cours de l'année écoulée. Et cela nous amène à la question suivante. Le président a déclaré que ces individus sont engagés en faveur de la paix, selon ses propres propos. Il s'agit d'Ali Schaff, chef du comité technocratique apolitique. Ces propos témoignent-ils d'un engagement pour la paix ou autre chose? En examinant ses propos, il dit essentiellement, et je les cite ici dans ma newsletter Substack, mais je vais résumer ici, il parle essentiellement du fait que nous avons besoin d'un État palestinien, que la résistance est une véritable expression de la volonté politique, qu'on ne peut tout simplement pas refuser à Hamas et aux autres leur place dans une société. Et il fait référence à Israël comme étant l'occupation à plusieurs reprises dans ses propos. Donc, il reprend la rhétorique que nous avons vue chez les Arabes palestiniens qui sont dévoués à la destruction d'Israël depuis des temps immémoriaux. Je tiens simplement à souligner que lorsque des personnes comme ça parlent d'occupation, ils ne font pas forcément référence uniquement à la Judée-Samarie, la Cisjordanie, ils parlent de chaque centimètre d'Israël. Oui, il parle de tout Israël et c'est un euphémisme voulu. Je pense que c'est presque conçu pour tromper ceux qui sont soit crédules, soit ignorants de la véritable signification de ces mots. Au final, une grande partie de sa rhétorique semble très sceptique envers le plan de Trump. Il n'aime pas l'idée qu'il y ait d'autres autorités internationales ou gouvernements représentés. Il croit finalement à la création d'un État palestinien reliant Gaza, Jérusalem, la Judée et la Samarie. Il est très clair et explicite à ce sujet. Et que, en fin de compte, les plans économiques doivent faire partie intégrante d'un plan politique beaucoup plus ambitieux. Il a même évoqué au début l'idée de déplacer une partie des décombres dans la mer pour créer de nouvelles terres et ainsi agrandir le territoire de Gaza lui-même. Donc, au final, je pense que cela illustre le fait que, même ici, lorsqu'on essaie de mettre en place des personnes apolitiques et technocrates, des personnes ayant les connaissances et l'expérience pour gérer les besoins quotidiens et les tâches sur le terrain. Ils semblent tous idéologiques,
selon sa rhétorique, ses affiliations et ses actions. Et j'imagine que si nous analysons de la même façon les autres membres de ce comité soi-disant technocratique et apolitique, dont beaucoup sont liés au Fatah et à l'autorité palestinienne, nous allons trouver des déclarations et politiques similaires qu'ils ont soutenues. Cela soulève une question plus large que j'ai abordée dans un article après la cessation des hostilités et l'avancement du plan en plusieurs points qui est, au bout du compte, il y a une question. Et c'est une tension qui existe dans les politiques de l'administration qui vont au-delà d'Israël et de Gaza. Et partout, c'est ce qui anime et motive réellement les gens sur le terrain. Se soucie-t-il principalement de la croissance économique et de mener une existence dynamique et vibrante du genre que nous souhaiterions? Ou bien y a-t-il d'autres facteurs qui prédominent dans l'esprit de ceux qui sont sur le terrain et qui sont les moteurs clés? Et donc, lorsqu'il s'agit d'Israël, de Gaza et au-delà, en réalité, la question est de savoir si vous avez une population qui soutiendrait le type de plan que l'administration a proposé, et comment allez-vous déradicaliser, dénazifier cette population? Et lorsque vous avez examiné les sondages d'opinion publique de la population arabe palestinienne à Gaza et en Judée-Samarie, bien sûr, vous avez des pourcentages massifs de la population qui soutenaient cela. Le 7 octobre, ils soutiennent les dirigeants putatifs du Hamas, soutiennent la résistance, y compris la résistance violente, c'est-à-dire le djihad contre Israël. N'oubliez pas qu'une partie de la population de Gaza soutenait le Hamas dès le début, donc, au final, le AND a été complice des crimes du 7 octobre et de nombreux crimes avant cela. Donc, si vous mettez tout cela ensemble. Et le défi fondamental, la question devient: avez-vous réellement quelqu'un qui veut s'engager et faire partie du type d'accord dont vous parlez? C'est le problème qui mine le processus de paix depuis des décennies. Un côté n'en veut pas, qui définit la paix, à mon avis, comme votre anéantissement, votre destruction, et pas un seul juif en Israël. Et c'est le problème fondamental, c'est le défi fondamental. Au bout du compte, cela dépasse Gaza, mais va évidemment être. Le défi essentiel est le suivant: comment le Hamas est-il démilitarisé? Et on a l'impression que la charrue a été mise avant les bœufs un peu à ce moment-là. Deuxièmement, avez-vous une population réellement disposée à s'intégrer dans le monde moderne et qui ne souhaite pas détruire Israël? Je pense qu'il y a peu de preuves. Il est révélateur que même les technocrates et dirigeants apolitiques de ces comités, ils ont d'abord obtenu l'accord du Hamas et de l'autorité palestinienne, selon les rapports. Et deuxièmement, eux-mêmes et leurs antécédents ont toutes sortes d'affiliations qui vont à l'encontre de la mission déclarée de paix. N'est-ce pas? Eh bien, je pense que ce sont tous des points vraiment importants, mais je ne pense pas qu'on puisse parler de paix au Moyen-Orient sans aborder au moins un peu l'Iran et ce que la politique américaine envers l'Iran est ou va être. Nous parlons alors que les manifestations à Téhéran continuent. Les États-Unis ont menacé de prendre des mesures contre l'Iran avant de se rétracter légèrement. Nous ne savons pas vraiment où cela va mener. Il y a évidemment un certain débat au sein de l'administration entre ceux qui voudraient une approche plus agressive, au moins, sinon renverser, du moins aider ceux qui veulent renverser cela. Vous savez, le principal État soutenant le terrorisme mondial et moteur de l'anti-américanisme au Moyen-Orient. Ceux-ci semblent vouloir relancer les politiques de l'administration Obama, ce qui n'est pas, à mon avis, une mauvaise interprétation. Négocions avec eux et concluons un accord. Où pensez-vous que cela mènera? Je pense qu'il est toujours utile de regarder les déclarations du président et ses actions, aujourd'hui comme par le passé, pour déterminer finalement où les choses vont aller. Vous savez qu'il emporte dans le débat entre ceux qui veulent négocier et ceux qui veulent renverser le régime. On aurait pu penser qu'un accord allait être trouvé. L'Iran a dit non, puis le président a tenu parole, et l'infrastructure nucléaire a été détruite, et Israël avait vraiment le contrôle opérationnel là-bas, au moins pendant ces quelques jours. Et nous pouvons l'espérer.
Ils utilisent aussi ces 12 jours pour mettre en place d'autres ressources sur le terrain et se positionner afin de faire avancer des intérêts contraires à ceux du régime. Écoutez, le président a dit qu'il avait promis une action vigoureuse. Il a appelé les manifestants à sortir. Avant cela, j'ai trouvé remarquable que lorsque le premier ministre Netanyahou a visité Mar-a-Lago, le président soit allé là-bas pour dire que c'est un régime cruel et qu'il tire sur ses manifestants. D'habitude, il ne parle pas de la nature des régimes maléfiques, donc il faisait même ce genre d'argument rhétorique là-bas, contrairement à la réelle politique pragmatique. Nous devons traiter avec les gens tels qu'ils sont. Ce sont des voleurs, meurtriers, menteurs et chefs terroristes partout dans le monde. C'était remarquable. Il a aussi apporté un soutien rhétorique alors. Et maintenant, il y avait cette menace de frappe massive, puis un recul. Dans le même ordre d'idées, les États-Unis disposent désormais de moyens déjà positionnés dans la région. Il a vu la réaction du régime iranien lorsqu'il a pensé qu'il pourrait être en péril existentiel. Je crois que le président a toujours été sincère et souhaite un accord avec le régime. Mais existe-t-il un régime avec qui s'entendre? Et au final, est-ce un accord que vous pouvez tolérer? Quand, et le président l'a admis, il pourrait simplement le tromper. Il l'a dit, et historiquement, c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont toujours fait. Ils font toujours ça, attendant leur moment. Les régimes tyranniques survivent souvent aux présidents américains et dépassent fréquemment les attentes de leurs détracteurs, surtout lorsqu'ils sont prêts à tuer en masse des milliers de leurs citoyens en quelques jours. Donc je pense que les reportages qui montrent que le président cherche quelles sont les actions décisives qui peuvent être prises. Tout d'abord, je pense que c'est prudent et que cela a du sens. Évidemment, les États-Unis n'ont aucune envie d'occuper un pays sur terre et nous voyons cela aussi clairement au Venezuela. C'est comme renverser Saddam Hussein sans débassification et c'est là où nous en sommes. Nous devons être prudents avec ces analogies car l'Iran, l'Irak, l'Afghanistan et le Venezuela sont différents. Mais il n'y a clairement pas de volonté d'occuper un pays qui était autrefois un endroit dynamique, relativement laïque, relativement libéral et amical. Avec beaucoup de capacités qui peuvent être mises à profit, la question est, au final, quelle frappe pouvez-vous effectuer? Ce serait décisif. Comment sécurisez-vous vos intérêts vitaux dans l'immédiat après? Et ensuite, à quoi ressemble le gouvernement qui sera en place par la suite? Et j'imagine que l'administration a ses propres évaluations sur tous ces points, évidemment en rencontrant le prince héritier. C'est notable en ce qui concerne à quoi pourrait ressembler le lendemain du régime. Maintenant, en revenant en arrière, il est également notable que l'administration ait demandé l'arrêt de la guerre de 12 jours au bout de 12 jours. Pourquoi l'a-t-elle fait et dans quelle mesure? Des rapports contradictoires persistent sur la définition d'un conseil israélien et son influence sur l'analyse. À cette époque, Israël contrôlait fortement les opérations et l'espace aérien. Donc, je pense qu'il faut toujours prendre avec des pincettes tout ce qui concerne qui est positionné où, pourquoi ils ont pris les mesures qu'ils ont prises. Nous devons aussi nous demander s'il y a une population suffisamment importante sur place pour éviter de se retrouver avec un régime encore pire que la malocratie le lendemain de sa chute. Mais il y a clairement de nombreux avantages à la déstabilisation déjà survenue du régime. Lorsque l'on a eu des rapports indiquant que, dans certains cas, les forces de police là-bas déposèrent les armes, il pourrait y avoir une lutte de pouvoir interne, ce qui pourrait être extrêmement bénéfique. Mais au bout du compte, il s'agit du principal État au monde qui soutient le djihad. Le président a dit qu'en effet, il y aurait un prix à payer. Il a continué à menacer rhétoriquement. On veut toujours conclure un accord et certains diraient « Le régime n'a jamais été aussi faible depuis 1979. » Ils seront plus désespérés de conclure un accord, mais il reste difficile d'en envisager un. Vous savez, on a parlé d'un cadre sans missiles balistiques, en plus de l'enrichissement nucléaire, et sans soutien aux djihadistes, à ces groupes djihadistes, etc. Mais c'est de cela que le régime est fait. Je veux dire, c'est ça, le régime. C'est ce qui leur permet de survivre, la menace des missiles balistiques, nucléaires
ou leurs groupes djihadistes pour projeter leur puissance, etc. Donc je ne crois pas qu'il soit possible, au final, de conclure un accord avec le principal État au monde qui soutient le djihad, qui a le sang de centaines, voire de milliers d'Américains sur les mains, directement ou par l'intermédiaire de ses proxys. Donc, si je devais parier, je pense qu'il y aura finalement une sorte d'action de la part des États-Unis. Mais je ne peux pas vous dire quand cela arrivera et je ne peux pas vous dire si ce sera décisif ou non. Mais si je devais parier sur la situation, même s'il semble y avoir du calme en ce moment, je ne pense pas que nous ayons entendu parler pour la dernière fois de frappe potentielle. Je pense que ce régime a été en partie déstabilisé par la guerre de 12 jours. Et il y a une énorme opportunité de neutraliser le principal partenaire junior de la Chine et de la Russie. Et si vous regardez la carte plus large et la situation dans son ensemble, le Venezuela, principalement l'effort, la destitution de Maduro et la gestion du pays pour les intérêts américains visaient, selon moi, à contrer l'influence russe, chinoise et iranienne. Dans notre hémisphère, il est partenaire de la Chine et de la Russie, non seulement pour le pétrole, mais aussi comme base opérationnelle avancée. L'Iran est un autre domino à faire tomber, déjà largement coupé et isolé. Le régime est instable, il ne tuerait pas autant de personnes sinon. Je pense que si une victoire est possible, le président veut gagner. Je pense que frapper l'infrastructure nucléaire était en grande partie parce qu'Israël avait créé des conditions uniques pour porter un coup décisif. Cela aurait eu des avantages positifs considérables et cela ferait de l'Amérique un gagnant et ferait avancer nos intérêts dans une bataille géopolitique bien plus vaste. C'est pourquoi, selon mon évaluation, il y a certainement des personnes qui conseillent de conclure un accord et de faire preuve de retenue, et il y a un temps et un lieu pour la retenue. Et il y a des moments où il est judicieux d'agir avec retenue. Mais si vous pouvez éliminer un régime cancéreux avec des dommages collatéraux minimes pour les États-Unis ou des dommages directs pour les États-Unis et qu'il peut être remplacé par quelque chose de bien plus favorable, ce serait évidemment un grand avantage, d'où les reportages suggérant que le président cherche des plans décisifs. Et évidemment, il ne faut pas négliger, bien sûr, une certaine ambiguïté stratégique. Certaines informations disent une chose, d'autres informations en disent une autre. Ce groupe soutient ceci, un autre cela. Nous l'avons souvent constaté, ce qui complique la compréhension de nos adversaires, sûrement de façon délibérée. Oui, sauf que certains à la Maison-Blanche continuent inexplicablement de divulguer des infos à des journaux libéraux. Je pense qu'au final, seuls les Iraniens pourront renverser le régime en Iran. La question est de savoir si les États-Unis et l'Occident vont aider à soutenir le régime comme ils l'ont fait sous Obama, ou s'ils vont aider le peuple iranien, ou au moins manifester leur soutien à cela. Une dernière question, et cela concerne en quelque sorte l'avenir du conservatisme dans ce pays. Et vous faites en quelque sorte partie du mouvement national conservateur, vous participez au podcast NatCon. Le principal penseur national conservateur du pays est sans doute le vice-président James David Vance, et il a exprimé une neutralité sur la question de la place de personnes comme Tucker Carlson ou Candace Owens qui ont donné une tribune à l'antisémitisme ou qui ont exprimé ouvertement de l'antisémitisme. À propos de Carlson, il rejette totalement l'héritage judéo-chrétien. Cela a soulevé une question importante. Est-ce que les conservateurs ont leurs propres problèmes d'antisémitisme? Et même si ce n'est peut-être pas aussi répandu que celui de la gauche, il est quand même clairement présent. Où voyez-vous cela aller et comment pensez-vous que cela va évoluer? Parce que vous savez, nous venons juste de parler du cycle de 2028 pour les démocrates. Comment voyez-vous cela pour les républicains? Eh bien, laissez-moi dire que je vais traiter cette question en détail dans un essai qui fera partie de une anthologie sur l'impératif de relations positives entre juifs et chrétiens afin de faire avancer nos intérêts communs. Donc, je vais aborder beaucoup de ce que vous venez de soulever en détail là-bas, mais de façon plus brève ici. Ce que je vais dire, c'est ceci. Les mouvements doivent faire preuve de discernement quant aux voix qu'ils mettent en avant et aux idées qu'ils tolèrent ou non.
Donc je ne connais aucun conservateur qui veuille annuler ou faire taire des personnes qui disent des choses ignorantes, des choses répugnantes. Eh bien, mais je pense qu'il est impératif de dire qu'il y a certaines idées, valeurs et principes qui sont totalement antithétiques à ce que notre mouvement est censé représenter. Y a-t-il un problème d'antisémitisme? À droite? Certaines personnes, certains de ceux qui sont les plus odieux, il est difficile de comprendre comment ils pourraient être à droite en considérant leur vision du monde. En réalité, on dirait même qu'ils cherchent à diviser la droite avec nos adversaires et ils l'ont affirmé. Nous n'avons pas seulement un État profond corrompu, ni un gouvernement agissant contre les intérêts du peuple américain sous les démocrates, et que les Juifs seraient d'une façon ou d'une autre impliqués parmi les acteurs les plus odieux, mais que l'Amérique serait en réalité particulièrement maléfique et que nos adversaires seraient en fait bons. En mettant de côté, en termes de politique et de simple nombre de personnes, d'accord, vous allez attaquer les sionistes chrétiens, c'est-à-dire essentiellement des millions d'évangéliques qui constituent la base du Parti républicain. Comment est-ce que cela peut être une victoire politique sur le fond? C'est méprisable. Donc je pense qu'au final, il y a effectivement des commentateurs pour qui c'est un modèle économique. Certains sont de vrais croyants, d'autres sont cyniques, d'autres encore sont des idiots utiles. Ils en tirent profit et ils voient là un modèle, dans la mesure où il existe des liens avec le monde arabe. Écoutez, ils font peut-être le même calcul que beaucoup de décideurs ont fait au fil du temps, à savoir que les pays arabes sont grands et riches. Israël est très petit, les Juifs sont peu nombreux, ils ont donc fait leur choix, qui sait, chaque acteur individuel a ses propres motivations et sa propre vision du monde qui guide et oriente ses actions. Je ne crois pas que la droite et la gauche soient au même endroit, ni que le Parti républicain soit perdu. Je pense que la réaction vigoureuse, dans certains cas que vous avez vus, montre qu'il y a encore des anticorps qui disent cela. Tout d'abord, évidemment, la haine des Juifs est répugnante. C'est contraire à nos valeurs et principes. C'est contraire au fait que ce pays a été fondé sur des principes occidentaux judéo-chrétiens et que nos pères fondateurs eux-mêmes voyaient l'Amérique comme une sorte d'Israël et vénéraient la Torah et vénéraient le peuple juif et voulaient les protéger. Évidemment, cela remonte à George Washington et à la lettre à la synagogue de Rhode Island, ainsi qu'à toute une série d'autres sources auxquelles vous pouvez vous référer. Certains commentateurs et intellectuels prônent l'inverse, ce qui est totalement incompatible avec notre vision du monde et notre héritage. Et puis, évidemment, vous savez, certaines personnes disent, eh bien, c'est à propos d'Israël, ce n'est pas à propos des Juifs. Donc, nous détestons l'État juif et nous voulons prendre le parti de ses ennemis et, en fait, le voir détruit. Mais nous aimons les Juifs, même si nous sommes contents de voir des millions d'entre eux être anéantis là-bas. Ce n'est tout simplement pas un argument défendable au final, et je pense que certains ont cyniquement essayé de confondre les Juifs et Israël là où ils ne devraient pas. Mais dans d'autres cas, il est clair que la haine d'Israël est l'antipathie. Pourquoi ne demandez-vous pas quelle est votre politique préférée envers Israël et en quoi sert-elle l'intérêt national américain? Pourquoi soutenez-vous ces alternatives que vous défendez? Comment font-elles réellement avancer les choses pour nous? Je pense qu'il devient très clair qu'il s'agit d'arguments intellectuellement malhonnêtes qui sont avancés. De nombreuses pistes peuvent être explorées ici, mais au final, je dirais simplement qu'il y a clairement une montée de la haine des Juifs chez certains qui se proclament de droite. Il est clair que la jeune génération, dont une certaine partie s'est montrée opposée à toute intervention. Écoutez, l'aversion à l'aide étrangère et aux institutions mondialistes et multilatérales est tout à fait compréhensible. J'ai déjà soutenu que les États-Unis et Israël seraient tous deux mieux lotis si Israël possédait une capacité de production de défense indépendante et que si nous traitions les uns avec les autres comme des alliés et des partenaires et que peut-être, vous savez, l'aide, la soi-disant aide, l'assistance étrangère, qui ressemble en réalité davantage à une coentreprise qui profite aussi bien aux entrepreneurs de la défense américains qu'aux Israéliens. Cela, pour les amis d'Israël, est vraiment perçu comme une relation mutuellement bénéfique,
même pour ses adversaires. C'est un levier américain sur Israël. Regardez le mémorandum d'entente négocié par l'administration Obama. Je crois que c'était d'abord pour faire taire les critiques juives parmi les démocrates et aussi pour soudoyer Israël afin de le mettre dans une impasse. Alors qu'en même temps, l'administration défendait et protégeait l'Iran, donc l'aide est aussi un levier. C'est une forme de pouvoir et de contrôle pouvant devenir coercitive face à une administration hostile. Je souligne que ce débat existe en ce moment concernant le prochain paquet. Nous avons vu des rapports indiquant que le président Trump ne comprend pas vraiment, même s'il reste ouvert à y réfléchir. Pourquoi Israël refuserait-il un autre paquet d'aide? Vous remarquerez que les ennemis d'Israël et les ennemis des Juifs, ou les ennemis des Juifs, se faisant parfois passer pour des ennemis d'Israël, ils ne sont pas venus saluer le premier ministre Netanyahou pour sa volonté d'indépendance et de rompre potentiellement la relation d'aide. Ils omettent aussi de mentionner ce que nous retirons de l'aide à l'Égypte, au Liban ou à d'autres pays. Est-ce dans l'intérêt national de l'Amérique? Sans même parler de l'OTAN? Sans même parler de l'OTAN, n'est-ce pas? Donc c'est très remarquable et je pense que cela expose le vide des arguments, la malhonnêteté intellectuelle et le manque de sincérité de ces arguments. Et je suis curieux de voir s'il y aura une lutte concernant le prochain paquet d'aide. Cela fait partie des primaires du côté républicain et démocrate. En allant vers 2028, nous verrons si cela se résout finalement avant cette date. Mais c'est une réponse longue à votre question pour dire. Il y a en quelque sorte un parallèle à droite comme à gauche dans la façon dont un certain pourcentage prend le parti des adversaires, prend position contre Israël. Et c'est avec les Juifs enracinés, dans certains cas, dans une haine profonde des Juifs. Ce n'est pas pour les mêmes raisons que la gauche ou les islamistes les détestent. Il y a d'autres explications, certaines de nature théologique punitive, même si je pense qu'elles relèvent d'une version déformée de la théologie, et d'autres sur d'autres bases également. Je ne pense pas que ce soit aussi important ni aussi puissant, mais c'est un facteur, et cela compte probablement dans les calculs politiques de certains. Mais ce que je dirais au final, c'est que cela n'a pas vraiment de sens d'un point de vue de calcul politique en mettant de côté la question de savoir s'il est juste de tolérer ces personnes. Et je pense avoir été assez clair sur ma position à ce sujet, à savoir que c'est mal. Au final, vous parlez potentiellement de rejeter les opinions de millions d'Américains qui constituent votre base, votre noyau dur. Donc, c'est inexplicable. À moins que vous ne vouliez perdre des élections, pourquoi accepteriez-vous en bloc et toléreriez-vous les véritables antisémites ou les ennemis d'Israël qui se font passer pour des antisémites? Ce n'est pas une stratégie politique intelligente, c'est mauvais et répugnant. Mais cela dit, c'est une histoire qui sert d'avertissement. Ou c'est inquiétant de voir la jeune génération qui arrive à être endoctrinée, de la façon dont ils le sont, et cela concerne aussi bien la gauche que la droite. Cela annonce peut-être de graves problèmes avec la droite qui grandit et une gauche et un parti démocrate déjà, selon moi, perdu. Parce qu'en fin de compte, la haine des Juifs n'est vraiment que le canari dans la mine de charbon et le substitut de la haine de l'Amérique, de la haine de l'Occident. Et cela annonce des choses désastreuses pour tout le monde, Juifs, chrétiens et tous les autres. Et c'est quelque chose que nous ne pouvons pas tolérer, que nous ne devrions pas tolérer, et ce serait un désastre pour le monde libre, en fin de compte, dans la mesure où la haine des Juifs continue de croître. Oui, eh bien, je pense que c'est vrai. Merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui. Pouvez-vous dire à notre public comment ils peuvent suivre votre travail et où ils peuvent le voir? Abonnez-vous à ma newsletter sur winegarden.substack.com. Je contribue à Real Quick Investigations, au Federalist et régulièrement à Newsmax. Je partage tout mon travail via ma newsletter Substack et vous pouvez aussi me suivre sur X à b.mh. Weingarten. Parfait. Il devrait le faire. Merci aussi à notre public. Écoutez chaque jour l'édition quotidienne de Jonathan Tobin. Et que vous nous écoutiez, peu importe où vous trouvez vos podcasts, que vous nous suiviez sur ces plateformes en direct sur Facebook, X ou la chaîne YouTube de JNS, merci d'aimer et ou de vous abonner à JNS. Cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications et laissez-nous de bons avis.
Écrivez-nous à thinktwicejns.org en précisant où vous suivez l'émission et votre avis. Continuez à lire, à réfléchir et à la semaine prochaine.